Enregistrement est parti. Donc, bienvenue tout le monde au premier séminaire étudiant du Philab Québec pour la saison 2021-2022. Moi, c'est David, puis je suis accompagné d'Adam Seifer dans le coin en haut à droite, je ne sais pas de votre écran, qui est à gauche, qui est directeur du Philab Québec. Ça fait un plaisir de vous recevoir virtuellement aujourd'hui. En fait, si je peux vous mettre en contexte de pourquoi on a voulu débuter la thématique, la saison sur cette thématique-là, eh bien, nous, on avait deux raisons essentiellement. Une première raison qui était qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans le milieu académique, qui sont d'emblée une opinion qui est peut-être assez négative ou guère reluisante de la philanthropie. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent peu, en fait, la philanthropie, puis qu'ils vont souvent dire que c'est peu d'intérêt parce que les fondations, ça se résume à des abris fiscaux pour les riches. Il y a comme un petit biais, des fois, à gauche, de dire que, bon, ça n'a pas de portée. Puis, je vous dirais en fait que ceux qui disent ça, ils n'ont pas complètement tort, ni tout à fait raison. C'est vrai que les fondations ont un statut fiscal qui est privilégié, trop privilégié peut-être, diront certains. Il y a plein de débats là-dessus, mais n'empêche que le capital des fondations il est soumis à diverses réglementations qui font en sorte que les dépenses doivent quand même servir à des fins d'intérêt général. Là, je vais vous épargner les discours fiscalité, là. Tout ça pour vous dire que les fondations ils agissent dans le but ultime de faire avancer diverses causes et d'avoir un impact sur la société. Puis il y a beaucoup de fondations, en fait, qui, de nos jours, se réclament explicitement de l'innovation sociale dans la manière dont elles réfléchissent et déploient leurs interventions. Ça fait que la notion d'innovation sociale, ça peut nous fournir un cadre d'analyse pour apprécier positivement l'action des fondations dans notre société. Ensuite, une deuxième raison qui nous a porté à vouloir parler de philanthropie et innovation sociale, c'est confronté à des crises majeures en ce moment. Puis là, je ne vous apprends absolument rien. Il y a la crise sociale avec la hausse des inégalités, puis la perte de confiance portée envers les institutions démocratiques. On l'a vu lundi dernier avec le taux de participation. Il y a la crise environnementale avec le dérèglement accéléré du climat. Il y a la crise sanitaire avec la COVID-19 qui elle-même, en fait juste exacerber les effets des inégalités. Puis là, en fait, on se retrouve dans un contexte de relance économique qui va fort probablement se traduire par une augmentation des GES, donc amplifier encore la crise environnementale. Donc, on voit comment toutes ces crises-là s'imbriquent. Il y a vraiment de gros défis qui nous attendent collectivement. Puis l'idée en s'intéressant à l'innovation sociale, c'est de se questionner sur la façon dont le travail des fondations pourrait contribuer à résoudre ou du moins peut-être apaiser diverses contradictions qui traversent notre société. Et donc, pour aborder ce rapport entre philanthropie et innovation sociale, on a fait appel aujourd'hui à deux personnes pour qu'elles nous aident à développer un regard qui est à la fois théorique et pratique sur le rôle des fondations dans le développement du champ de l'innovation sociale. Donc, je tiens vraiment à les remercier personnellement et de la part de tout le Philab d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, je vais vous introduire notre premier invité, Jonathan Durand-Folco, qui est... Oh, c'est pour le bruit, je travaille mon lapin puis il gratte dans le coin. euh, Jonathan, en fait, est docteur en philosophie à l'Université Laval et professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Ses recherches portent sur l'écologie politique, la démocratie participative et délibérative, la théorie critique, les communs, les innovations sociales et la philosophie de la ville. Vous le connaissez sans doute comme l'auteur du livre « À nous la ville, traité de municipalisme » qui a été publié aux éditions Éco-Société en 2017. Il a aussi dirigé l'ouvrage collectif Montréal en chantier, les défis d'une métropole pour le 21e siècle, qui est paru justement cette année aux éditions Éco-Société. En fait, c'est une lecture préélectorale que je vous conseille vivement. Puis il y a un an, Jonathan avait écrit un édito à l'intention d'un dossier spécial du Philab qui était justement consacré au thème de l'innovation sociale. Puis là, dans ce petit texte-là, il nous rappelait que la consolidation du champ de l'innovation sociale était grandement redevable à l'intervention des fondations, mais que la popularité croissante dont bénéficiait l'innovation sociale a permis en retour aux fondations d'asseoir leur légitimité dans la société. Il y avait comme cette relation-là. On l'a invité aujourd'hui pour qu'il nous brosse un portrait du champ de l'innovation sociale, puis que ça soit plus simple en fait pour nous de s'y repérer, puis qu'on comprenne plus clairement la place qui occupe les fondations.
Donc, je vais donner la parole à mon collègue Adam pour qu'il vous présente notre deuxième invité. Merci, David. J'ai rencontré Jorge Garza alors que je travaillais sur un projet de recherche sur la philanthropie de proximité. Place Space Philanthropy, je pense que. Nous avons discuté à plusieurs reprises de son travail à la Fondation McConnell, notamment avec l'initiative Cities for People, qui intègre des éléments clés de l'innovation sociale dans des projets de transformation urbaine. Leur programme soulignait l'importance du contexte, de la connaissance de la communauté et de la justice sociale et environnementale pour créer un changement équitable au sein des villes et des communautés. Ce fut une bonne introduction à la façon dont la philanthropie peut être faite différemment en utilisant des concepts et des pratiques d'innovation sociale. Actuellement, Jorge est responsable du programme Communities for Climate Transition au Tamarack Institute. C'est à partir de son expérience de praticienne travaillant à l'intersection du lieu et de la transformation sociale qu'il va partager avec nous quelques réflexions et tendances émergentes sur l'innovation basée sur le lieu, la philanthropie et le changement social. Je suis ravi d'accueillir Jorge aujourd'hui, mais on va commencer avec Jonathan. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. En gros, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un certain portrait du champ de l'innovation sociale et essayer de définir qu'est-ce qu'on entend par champ, parce que c'est un terme qui peut être vague et intuitif, mais je vais essayer de définir les implications au niveau théorique, pratique de ce que ça implique de penser les innovations sociales, non pas uniquement comme une sphère, un écosystème, mais comme un champ. Donc, je vais essayer de vous présenter ça et de voir comment la philanthropie s'insère dans ce champ aussi. Donc, mais je vais y aller de façon plus indirecte, je dirais, dans une vision plus holistique ou plus d'ensemble. Puis après, peut-être que mon collègue conférencier, Jorge, va pouvoir peut-être combiner et aller plus en détail sur le rôle spécifique que les fondations peuvent jouer dans ce champ. Donc, pour moi, je vais vous présenter le gros portrait ici puis voir comment les fondations peuvent avoir un impact. Donc, quand on arrive à la question de définir les innovations sociales, là, vous êtes peut-être au courant, en fait, il n'y a pas de consensus scientifique, même dans le champ de la philanthropie, dans le domaine de l'économie sociale ou ainsi de suite. Il y a plusieurs définitions coexistantes qui trouvent parfois des arbres de famille, des similarités. Il y a des définitions plus courtes comme celle de Jeff Mulgan qui dit, par exemple, c'est des nouvelles idées qui répondent à des besoins sociaux non satisfaits et qui fonctionnent. Donc, on a nouvelles idées, besoins sociaux, puis quelque chose qui marche. C'est comme très simple. Et il y a des définitions plus larges, comme celle du CRIS, par exemple, du Centre de recherche sur les innovations sociales, qui dit que c'est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à des besoins, apporter des solutions, profiter d'une opportunité d'action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d'action et de proposer de nouvelles orientations culturelles. Donc, on peut voir que c'est une définition beaucoup plus large, expansive. Puis même le CRIS actuellement, peut-être petit scoop, sont en train de créer un chantier de remise à jour de la définition parce qu'ils se rendent compte que la définition qu'ils ont adoptée à l'époque, au début des années 2000, mais peut-être elle est un peu en crise, elle n'est plus tout à fait à jour, il faudrait la repenser aussi. Donc, c'est vraiment un concept qui est assez mouvant. Certaines personnes diraient que c'est même une forme de slogan ou de buzzword, les innovations sociales. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, ce n'est pas me lancer dans des débats sémantiques, mais faire le portrait entre deux façons de concevoir les innovations sociales. D'une part, beaucoup de personnes dans la littérature, y compris peut-être dans la recherche et dans la philanthropie, s'intéressent beaucoup aux innovations sociales en tant qu'objet qu'on cherche à promouvoir, créer, dynamiser, soutenir, financer, comme une forme de processus. Donc, qui passe par différentes phases d'émergence, d'expérimentation, de diffusion, de changement d'échelle, et on cherche à mesurer les impacts, on fait l'impact social des innovations. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un peu déplacer le regard, non pas sur la chose d'innovation sociale, mais sur les gens qui la portent, les gens qui la font, les gens qui la financent. Donc, l'ensemble des différents acteurs et organisations qui œuvrent en fait dans une certaine sphère d'interaction, qui partagent des outils, différentes pratiques, mais qui ont aussi parfois des rivalités ou des luttes de pouvoir à l'interne pour essayer de définir et de se positionner dans un champ d'innovation sociale. Donc, vraiment, ici, le
regard que j'aimerais mettre en place, c'est voir qui sont les gens qui font de l'innovation sociale, qui la financent, qui l'outillent, et voir dans quelle sphère d'interaction ces personnes-là coopèrent ou se compétitionnent pour acquérir certaines ressources. Et c'est de cette façon-là que je vais aborder la question du rôle de la philanthropie ici. Non pas comment la philanthropie peut appuyer ou non des projets d'innovation sociale, chose qu'elle fait quand même assez bien, mais la façon dont elle le fait en interaction avec d'autres acteurs. Donc, là, ça va aller vite un peu. Là. J'ai une trentaine de minutes devant moi pour présenter différents éléments, des éléments théoriques de différents auteurs qui abordaient la question du champ. Donc, Pierre Bourdieu, d'une part. Je vais aborder des éléments de théorie néo-institutionnelle de DiMaggio et Powell, entre autres, qui a abordé la question de l'isomorphisme institutionnel. Donc, j'essaie de définir qu'est-ce qu'on entend par là, un concept un peu aride, mais qui permet de mettre en lumière différents processus. Le champ d'action stratégique aussi, qui met les relations interchamps, donc entre différents champs. Donc, voir comment l'innovation sociale comme champ est lui-même inséré à travers d'autres champs. On pourrait dire que la philanthropie, c'est un champ à part entière. La sphère des mouvements sociaux, c'est une sphère, c'est un champ à part entière aussi, et ces champs interagissent entre eux. Et pour voir après comment le champ des innovations sociales peut-être s'insère plus particulièrement dans le contexte du Québec avec le rôle de la philanthropie, par contraste avec l'écosystème canadien qui est légèrement différent. Donc, il y a vraiment ici une interface entre deux champs différents, encore une fois. Donc, ça, c'est un peu le contenu de ma présentation. Est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? Est-ce que vous me suivez? Oui, très bien. Parfait. Donc, on va aller ici à la prochaine étape. Oups, des fois, j'ai des problèmes avec ma présentation visuelle. OK, parfait. Donc, le champ, selon Pierre Bourdieu, qui a été un des premiers sociologues, ici, j'ai mis sa photographie à droite, qui a abordé ou essayé de développer une théorie un peu plus systématique de ce qu'on entend par champ. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'après lui? Le champ, c'est un sous-ensemble du monde social. C'est une sphère d'interaction que lui va un peu comparer à un espace de jeu ou un espace de lutte. Comme par exemple, il va prendre un peu la métaphore d'un champ comme un champ où on fait du sport, par exemple, ou du baseball. Donc, il y a des joueurs qui occupent différentes positions. Et ces différents joueurs, ces différents agents, qui peuvent être soit différents individus ou différentes organisations, vont être inégalement dotés en capital de toutes sortes. Il va y avoir souvent des nouveaux joueurs, des nouveaux entrants dans ce champ. Il va y avoir aussi des joueurs avec une certaine position de supériorité, avec des intérêts établis, qui vont aussi jouer souvent le rôle de gardien d'une certaine orthodoxie, c'est-à-dire d'un certain ordre dans ce champ. Le champ va impliquer en fait que les gens vont coopérer, mais vont être un peu en quelque sorte en compétition ou en rivalité pour acquérir certains types de capitaux, puis pour se tailler la place du premier joueur au sein du champ. Mais même si les joueurs sont inégalement dotés en différentes ressources, ils ont tous et toutes intérêt à ce que le champ se reproduise lui-même, à ce que tout le monde participe au même jeu et tout le monde collabore à partir des mêmes règles du jeu. Donc, le champ va être défini par des règles, par une certaine frontière, par le fait que les gens savent mutuellement qu'ils sont en train de jouer au même jeu ensemble. Et autre élément qui va être aussi essentiel à un champ de façon très générale, ça peut être le champ religieux, le champ académique, le champ littéraire, le champ politique. Il y a toujours quelque chose qui est en jeu, c'est-à-dire un issue, il y a un élément que les gens visent à atteindre. Et c'est quoi, en fait, cet enjeu? Bourdieu va parler du concept d'illusio, donc une illusion, mais ce n'est pas juste un mythe ou quelque chose qui est imaginaire, mais c'est quelque chose que les gens vont être en quelque sorte attirés ou enchantés, puis ils vont avoir une forme de complicité parce qu'ils vont partager le même but du jeu. Et dans ce cas-là, par exemple, dans le cas des innovations sociales, ce qui va être en jeu, c'est le changement social, c'est la satisfaction des besoins sociaux, c'est de vouloir avoir un impact positif sur le monde. Donc, il y a quand même un enjeu et les gens qui jouent au jeu de l'innovation sociale vont partager, enfin, en quelque sorte, le même objectif, la même illusion. Ils vont avoir intérêt mutuellement à essayer d'atteindre cet objectif. Donc ici, je fais un petit résumé très court de la théorie des champs chez Bourdieu, mais voir comment ça peut s'appliquer aux innovations sociales. Autre élément qu'on trouve chez Bourdieu qui est complémentaire, dans un champ, il peut y avoir différents types de capitaux investis. Donc, en termes de capital, c'est quelque chose qui nous permet d'agir à travers le monde. Et là, par exemple, on peut parler de capital économique. Donc, dans le champ des innovations sociales, il va y avoir évidemment le rôle du capital économique, qui est l'ensemble des ressources matérielles, des profits, patrimoine et actifs qui va nous permettre de concrétiser des projets. Et le rôle des fondations va être, entre autres, d'apporter un peu de capital sous forme de subvention ou sous différentes formes pour dynamiser des projets d'innovation sociale.
Mais Bourdieu aussi, dans sa théorie, il va élargir la notion de capital au-delà de la sphère strictement économique pour dire qu'il y a quelque chose comme un capital social aussi qu'on peut acquérir qui va nous aider au sein du champ des innovations sociales ou du champ politique ou ailleurs pour tisser des liens puis pour acquérir une certaine légitimité. Et là, dans le capital social, il y a le fait d'avoir des réseaux de contact, des relations de confiance, des liens avec la communauté. Et encore une fois, puis là, ça serait exploré dans une recherche à part entière. Quel est le rôle des fondations dans l'acquisition de capital social pour pouvoir mettre en œuvre des projets d'innovation sociale? Et l'hypothèse que je fais, c'est que les fondations ont quand même un rôle à jouer, en ce sens aussi pour acquérir différentes opportunités pour soit financer des projets, trouver des partenariats, des collaborations et ainsi de suite. Autre élément qui est important chez Pierre Bourdieu, encore une fois, en lien avec les théories du champ, c'est qu'il va avoir une forme de capital culturel qui peut se concrétiser, se manifester par différents savoirs, compétences, parfois par des titres, par des diplômes, par la culture générale, ou peut-être aussi parfois par les codes qui sont propres à un certain milieu social. Et encore une fois, on pourrait faire une recherche à part entière pour voir quel est le rôle des fondations, de certaines fondations, dans l'acquisition d'un certain capital culturel, de compétences, de savoir-faire, pour être capable de se débrouiller dans le champ des innovations sociales, comprendre les codes et acquérir certaines compétences, savoir-faire pour être capable de mener à bien des projets, les financer, les faire reconnaître comme étant des projets légitimes, valides, ayant un fort potentiel d'impact, par exemple. Donc, ces différentes formes de capital vont être en jeu dans le champ des innovations sociales, mais d'après la théorie de Bourdieu, ici, je vais reprendre en fait aussi des intuitions qui ont été développées par Yves-Marie Abraham, qui est professeur au HEC Montréal, qui a été le premier à ma connaissance, et c'est lui qui a attiré mon attention sur la piste de concevoir les innovations sociales comme champ. Mais il va dire qu'il y a quand même une forme de capital propre peut-être au champ des innovations sociales. Et ça serait quoi le capital propre? Ça serait le capital de bienfaisance ou le capital d'utilité sociale ou d'impact social, peut-être qu'on pourrait le nommer, qui est quelque chose qui est recherché activement par tous les joueurs qui sont dans ce champ. Qui sont les différentes personnes qui sont actives dans cet espace? On pourrait les nommer de façon large différents acteurs de changement. Ça peut être différents individus, porteurs de projets, entrepreneurs sociaux, mais peut-être aussi des coopératives, des OBNL, des entreprises sociales, des groupes citoyens qui font des projets. Et pour quelles raisons? Quelles sont les différentes raisons qui vont les motiver à faire partie du champ des innovations sociales? Il va y avoir deux principales raisons si on veut appliquer la grille de Bourdieu, une grille un peu critique ou un peu cynique, c'est d'améliorer leur position dans le champ. Donc, acquérir certains types de légitimité, de reconnaissance dans cet espace et aussi peut-être pour essayer de participer au jeu qui est de contribuer au changement social ou à l'utilité sociale ou avoir un plus grand impact dans cet espace. Donc, ça, c'est un peu, vous pouvez voir un peu l'intérêt de Bourdieu. Il va dire d'après, même si, par exemple, il y a une certaine prétention à faire le bien, il y a toujours en fait quelque chose derrière les différents acteurs qui vont les motiver à agir dans un espace comme tel. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que la théorie bourdieusienne permet d'éclairer ou de mettre en œuvre dans ce champ propre. Et on pourrait se dire aussi à qui va bénéficier les innovations sociales en bout de ligne. Donc, au sein des bénéficiaires des projets, au sein des groupes sociaux défavorisés, des porteurs de projets, des bailleurs de fonds, des gouvernements. Et là, je reprends encore une fois un peu les intuitions de Yves-Marie Abraham qui va dire, parmi les gens qui vont être des producteurs d'innovation sociale, les porteurs de projets, ils vont pouvoir acquérir un capital de bienfaisance s'ils sont capables de faire des bons projets, donner du sens à leur vie, à atteindre une certaine forme de reconnaissance sociale également. Les organismes de soutien vont pouvoir acquérir différentes opportunités de recherche et de transfert, des sources de financement, des partenariats rayonnement. Les bailleurs de fonds, dans le champ de la philanthropie, vont pouvoir acquérir un certain capital symbolique, des exonérations fiscales, des occasions d'affaires également indirectement. Et là, sur ça, je vais un peu vite et là, je reprends les idées d'Yves-Marie Abraham. Il y aurait peut-être beaucoup d'autres choses à nommer qui peuvent être positives, qui peuvent être ambiguës aussi, qui vont en fait être des choses que les innovations sociales vont pouvoir apporter aux gens qui apportent des fonds. Et pour le gouvernement et l'État, quels sont ses intérêts à financer des innovations sociales, en quoi il va pouvoir bénéficier? Réduction de dépenses peut-être de pouvoir public si les groupes citoyens se chargent eux-mêmes de différents projets, acquérir une certaine paix sociale, se faire réélire parce qu'ils financent différents groupes et individus. Donc, vous pouvez voir ici que la théorie bourdieusienne a fait
un éclairage assez critique, assez noir, comme si chaque acteur dans le groupe avait un peu en quelque sorte des intérêts cachés ou un certain avantage à tirer profit du jeu des innovations sociales. Évidemment, ça peut être des projets qui vont contribuer à aider des gens concrètement, à soutenir des projets, réduire un peu la pauvreté, l'exclusion, assurer la sécurité alimentaire. Mais au-delà de ces beaux mots, il y a peut-être d'autres formes d'intérêt aussi qui sont en jeu dans ce champ. Donc ça, c'est un peu la théorie de Bourdieu. L'élément ici, peut-être que j'aimerais remettre en question pour apporter une nuance, c'est de dire est-ce que l'innovation sociale est uniquement, en fait, perçue ou utilisée par pur intérêt, par compétition ou même par cynisme, par les différents acteurs qui œuvrent, que ce soit les porteurs de projets et tout ça. Et là, j'apporterai un bémol en disant que la théorie de Bourdieu, d'après moi, elle permet d'éclairer certains phénomènes, certaines rivalités ou peut-être des luttes au sein de ce champ-là. Mais peut-être que ce n'est pas juste ça aussi qui va motiver à la fois les individus, les gens comme moi qui font de la recherche dans les innovations sociales, les fondations vont peut-être avoir d'autres types aussi d'aspirations, d'intérêts qui ne vont pas uniquement les bénéficier à eux. Mais avec l'éclairage de Bourdieu, ça permet de mettre ça en relief. Donc ça, c'est un premier éclairage de Pierre Bourdieu, un peu de cette théorie que j'essaie d'appliquer ici au champ des innovations sociales pour voir quelles sont les implications pour les différents acteurs qui sont dans cet espace. Donc, ensuite, l'approche néo-institutionnelle. Donc, ça, c'est une autre approche qui a étudié aussi la question des champs et comment diverses organisations dans un même champ viennent progressivement à se ressembler les unes des autres. Par exemple, si on regarde des partis politiques qui luttent pour le pouvoir, il y a une certaine tendance, malgré la volonté de se différencier, de se démarquer dans une campagne électorale, il y a quand même une certaine tendance des différents partis à imiter les comportements, emprunter des pratiques les unes aux autres, puis ils vont se comporter d'une certaine façon parce qu'ils interagissent dans un même champ. On peut voir la même chose pour les champs, par exemple, des institutions financières qui doivent œuvrer, compétitionner dans un même milieu. Ils vont avoir tendance à adopter certaines pratiques similaires, malgré le fait qu'elles vont se différencier aussi. Et on préfère différentes analogies avec différents champs de la société aussi. Quels sont les différents mécanismes en œuvre dans cet espace-là? J'essaie de cliquer, des fois ça crée des petits bugs ici sur ma page. Donc, oui, pourquoi les différentes organisations de même champ finissent par se ressembler? Et là, je m'inspire un peu ici des travaux de DiMaggio Powell, The Iron Cage Revisited, donc, qui a été vraiment un article marquant pour étudier les phénomènes d'isomorphisme institutionnel. Iso étant le fait de se ressembler, c'est la similarité. Morphe, ça veut dire la forme. Donc, pourquoi est-ce que différentes organisations dans un même champ institutionnel vont avoir tendance à s'imiter les uns les autres. Et là, ils vont identifier trois grandes formes, trois grands mécanismes qui vont expliquer cette forme de convergence. Ces différentes théories vont mettre beaucoup l'accent sur les différents facteurs institutionnels, dont les règles, les normes et les différentes institutions qui structurent un champ. Ensuite, il va y avoir tous les phénomènes d'imitation. Donc, les différents groupes et individus qui sont dans un champ vont avoir tendance à imiter ce que les autres font pour être capables de se débrouiller. Et un autre facteur qui va être important, qui se retrouve un peu dans la théorie de Bourdieu, mais chez eux aussi, c'est toute la question de la légitimité. Donc, comment est-ce que les différents acteurs acquièrent une légitimité dans un champ, définissent ce qui est acceptable, puis ça va orienter les différentes conduites et les interactions. Et il y a de la légitimité dans plein de champs, mais la légitimité, par exemple, dans le champ universitaires dans lequel je suis ne sont pas les mêmes que dans le champ, par exemple, de la légitimité économique dans le milieu des affaires ou le champ de la légitimité artistique, par exemple, qui a d'autres codes qui vont définir qu'est-ce qu'un bon artiste ou un bon artiste qui est sur le top de la pyramide ou qui se démarque ou qui doit être considéré comme étant quelqu'un d'outsider ou qui doit être un peu à la frontière du champ parce qu'il ne partage pas vraiment les codes de ce milieu. Donc, il y a différents facteurs qui sont en jeu. Et là, si je retourne aux innovations sociales, pour voir qu'est-ce que ça va comprendre ici, il y a différentes formes d'isomorphisme qui sont en jeu. La forme coercitive, donc qu'ils vont appeler, c'est l'ensemble des lois, des règles et des modèles de financement qui vont faire en sorte que différentes organisations et acteurs vont avoir tendance à se conformer à des règles pour être capables d'acquérir une forme de légitimité, différentes ressources et ainsi de suite. Donc, si on impose des règles, si le gouvernement, par exemple, met des règles sur ce que c'est les innovations sociales par la loi, puis il va encadrer ça, ça va avoir tendance à faire en sorte que les différents projets qui vont vouloir se faire financer vont adopter un peu des conduites similaires ou un langage commun. Il va y avoir des forces aussi d'isomorphisme qui ne vont pas être basées sur des contraintes, mais plutôt sur un phénomène de mimétisme, c'est-à-dire d'imitation, qui vont venir du fait qu'un champ a les contours encore un peu flous, au sens où il y a beaucoup d'incertitudes lorsqu'un concept est assez nouveau comme le champ des innovations sociales.
on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors là, les différents acteurs vont avoir tendance à imiter, emprunter les discours de ce que les autres disent à propos de ça pour être capable de s'orienter dans cet espace. Et l'autre dynamique aussi, qui vont contribuer à une certaine uniformisation des différentes pratiques et des discours dans le champ, c'est des formes normatives, des isomorphismes qui sont liés au rôle des différents experts, des professionnels dans ce champ. Donc, le fait, par exemple, que moi, par exemple, je suis dans une école d'innovation sociale, on forme des gens, on contribue à créer des professionnels des innovations sociales et différents acteurs de recherche et espaces, écoles et des programmes d'accompagnement de projets vont avoir tendance à professionnaliser des projets d'innovation sociale ou des différents entrepreneurs qui vont adopter certaines conduites pour faire ce genre de projet. Qu'est-ce que ça va impliquer? Là, ici, pour le champ des fondations dans l'IA, je fais ici une série d'hypothèses, ça serait un peu à confirmer par mon collègue et par vous ici. L'isomorphisme coercitif va être appliqué par, en fait, l'accès à différents financements, les subventions, et par la bande un peu. Ce n'est pas le champ de la philanthropie directement, mais qui contribue à ça, c'est structurer des projets en fonction de l'obtention de la finance sociale et des investissements d'impact qui vont avoir tendance en quelque sorte à orienter peut-être la forme dont on peut prendre les projets pour être capable d'obtenir ce genre de financement comme tel. Donc, c'est des formes de contraintes liées au financement des projets qui vont avoir une incidence, qui va avoir tendance aux différents projets d'innovation sociale dans cet espace-là de prendre des formes semblables avec le temps. L'autre phénomène d'imitation vient avec le fait que il peut y avoir, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas toutes les fondations non plus, mais la fondation de McConnell a joué un rôle extrêmement actif dans ce champ-là, qui était encore en émergence au début des années 2000, de créer en fait les mots, les thèmes, les discours, différentes problématiques et enjeux dans cet espace-là. Donc, par l'utilisation de thèmes, de concepts, de notions, de parler d'impact plutôt, par exemple, que de mission sociale ou d'autres choses. Évidemment, c'est partagé par un ensemble d'organisations, mais ça permet de faire en sorte qu'on introduit des mots et qui vont être utilisés par plusieurs acteurs pour être capable de s'orienter dans ce champ. Et l'autre aspect qui va être un peu présent, qui n'est pas dans toutes les différentes fondations, mais lorsqu'elles créent des programmes de formation, d'accompagnement pour des porteurs de projets, par la formation entrepreneuriale, pour être capable de structurer des projets, ça contribue à une professionnalisation qui a des aspects positifs et qui a aussi un effet d'isomorphisme avec les différents projets parce qu'on va appliquer certains outils, discours pratiques pour permettre aux gens de pouvoir bien fonctionner dans cet espace-là. Donc, c'est un peu ici des rôles que j'associe avec la théorie de DiMaggio Powell sur le fait que le champ des innovations sociales puis la philanthropie va avoir un rôle. Ce ne sera pas juste elle qui va structurer ce champ-là, il y a d'autres champs aussi, mais il va pouvoir avoir une incidence sur ce champ en essayant d'uniformiser différentes pratiques dans cet espace. Maintenant, la troisième théorie que je voudrais ajouter, c'est les champs d'action stratégiques de Felixstein et McAdam, qui sont deux sociologues américains qui ont développé ce concept-là pour essayer de reprendre un peu les thèses de Bourdieu, les théories néo-institutionnelles, mais qui vont plus mettre l'accent sur d'autres éléments. Ils vont plus mettre l'accent sur le rôle de la coopération au sein des champs, donc pas juste sur des rivalités, des luttes de pouvoir, mais il y a vraiment de la coopération authentique dans ce champ et aussi sur les relations interchamps. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Pour eux, ce qu'ils vont dire, c'est que dans un champ, les gens ne vont pas juste être en rivalité pour accéder à certaines ressources ou arriver premier. Il va vraiment avoir un rôle sur la collaboration. Puis, ils vont dire aussi qu'il y a quelque chose comme une fonction existentielle du social qui est le fait d'appartenir à un groupe, à une société, puis de vouloir faire du sens de nos propres actions, de nos propres vies. Donc, ça va être quelque chose qui va motiver les gens dans n'importe quel champ de donner un sens à leur action et de faire partie d'un groupe ou d'un tout qui est un peu plus grand. Ils vont associer aussi à leur théorie des champs en disant que les champs sont en quelque sorte des poupées russes qui peuvent être emboîtées les unes dans les autres, qui sont en interaction. Et les autres théories, généralement, se focusaient sur ce qui se passe à l'intérieur d'un champ, mais oubliaient ce qui se passait entre les différents champs qui composent la société. Eux vont dire en fait que les champs sont en interaction constante. C'est des champs aussi qui ne vont pas juste être appelés à se reproduire avec le temps et à rester eux-mêmes, ils vont évoluer et les différents acteurs qui sont actifs dans un champ vont pouvoir faire évoluer le champ. Donc, le champ, ce n'est pas juste quelque chose qui est purement statique et uniforme. Les différentes personnes et les différents acteurs et organisations, et on peut imaginer qu'il faudrait faire une recherche sur le rôle de la philanthropie, comment est-ce qu'elle a contribué à structurer le champ et comment aujourd'hui elle contribue encore à le faire évoluer, changer au niveau de ses pratiques, de ses discours. Là, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et même au sein, par exemple, du champ de la philanthropie, on pourrait voir comment les différents acteurs et fondations
ont contribué à faire évoluer le discours et les pratiques des autres fondations au sein de ce champ. Donc, les champs, ce n'est pas quelque chose de structuré entièrement ou de fixe, c'est quelque chose qui évolue, c'est des règles qui sont soumises à l'épreuve de l'histoire, à des processus, à de la complexité. Donc, c'est pour amener un petit peu de nuance ici, pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de clos, c'est quelque chose qui est en évolution constante. Pourquoi j'amène toutes ces choses-là ici? Je vais essayer de montrer ici une schématisation visuelle qui est un peu brouillon, qu'il faudrait vraiment amener plusieurs nuances et peut-être ajouts. L'hypothèse que je fais dans un des articles que je pourrais vous partager par la suite, c'est que le champ de l'innovation sociale structurée en tant que champ, c'est un concept qui est beaucoup plus ancien, mais qui a vraiment évolué à partir des années 2000 en tant que champ. Il est influencé par plusieurs sous-champs aussi et champs différents, dont le champ de l'économie sociale qui a ses propres règles, ses propres institutions, sa propre logique. Le champ des mouvements sociaux contestataires aussi, qui est légèrement différent. Le champ universitaire, en haut à droite, les universités peuvent contribuer par la recherche, par l'introduction de thèmes de discours et en formant des gens, des professionnels à ce que ça influence le champ. Le milieu communautaire, les pouvoirs publics, la philanthropie joue un rôle aussi, qui est un champ à part entière. Et là, ma présentation, j'ai abordé un peu des zones frontières où les deux peuvent s'influencer mutuellement. L'entrepreneuriat social, qui est légèrement différent, mais qui est en contact étroit avec la philanthropie, avec les innovations sociales, mais qui répond à des règles différentes. Le secteur financier, le milieu des affaires aussi. Donc, vous pouvez voir qu'ici, l'innovation sociale, j'ai un peu schématisé la chose sous forme de bulle, mais on pourrait peut-être faire un diagramme un peu plus précis en mettant le nom d'organisation de groupe pour montrer que ça, en fait, c'est des champs qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, mais on peut concevoir le champ de l'innovation sociale comme n'étant pas autonome, c'est quelque chose qui est influencé mutuellement par d'autres courants qui peuvent avoir une influence en termes d'évolution de discours, de pratiques. Différents individus peuvent aussi bouger d'un champ à l'autre, naviguer, et par la suite, peut-être introduire différentes logiques et discours contradictoires au sein de ce champ-là aussi. Et c'est pour ça que le champ des innovations sociales, pour moi, n'est pas un champ entièrement homogène. Il y a peut-être des règles, des discours, des valeurs partagées qu'on peut y trouver, mais c'est aussi un champ qui est contesté, où il y a des gens qui viennent de l'économie sociale et qui vont défendre un peu leur vision issue de l'économie sociale, il y a des champs d'entrepreneuriat social. Parfois, il va y avoir des petits clashs ici et là, des gens qui viennent des mouvements sociaux, qui viennent du milieu communautaire ou du champ de la philanthropie. Et ces différents acteurs ne vont pas être égaux non plus en termes d'influence au sein du champ, mais il va quand même y avoir, en fait, peut-être possibilité de collaboration, de coopération et parfois aussi de la compétition pour acquérir plus de légitimité. Quand il y a des concours, des appels à projets, différents acteurs peuvent être en rivalité à cause des ressources limitées au sein de ce champ. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dynamique qu'il faut prendre en compte. Donc, là, ma présentation est presque finie. Il me reste peut-être 2-3 minutes encore. Est-ce que ça convient pour conclure? Super. Donc, c'est pour vous montrer ici qu'il y a ces différentes dimensions. Et là, quand on va parler du champ des innovations sociales aussi, pour moi, il y a une autre chose qu'on peut prendre en compte. Peut-être que j'aurais dû inverser la chose. C'est trois niveaux de pensée. On peut étudier un niveau plus micro-social, les différentes pratiques, les outils, les interactions, les projets et les stratégies portées par les différents acteurs de changement au sein de ce champ-là. Donc, on plus un niveau micro-social ou des relations interpersonnelles. Il y a l'étude du champ proprement dit. Puis plusieurs acteurs vont parler d'arène sociale institutionnalisée. Donc, c'est une arène, donc c'est comme un espace de jeu où il y a plusieurs organisations, il y a des valeurs et des unités de gouvernance et des cadres d'interprétation de la chose. Et ce champ-là de l'innovation sociale est lui-même inséré dans des structures macroéconomiques, macropolitiques et macrosociales, dont un système économique, des systèmes de pression, des représentations culturelles, des relations internationales aussi qui peuvent avoir une influence. Donc, c'est pour comprendre ici que le champ de l'innovation sociale, c'est un champ intermédiaire. On peut l'analyser à différentes hauteurs puis voir comment est-ce qu'un niveau agit par rapport aux autres. Je vais sauter par-dessus ça. Pour aller peut-être avec l'écosystème au Québec, comment est-ce qu'il est structuré? Puis je vais conclure avec un contraste ici. D'après moi, l'hypothèse que je fais entre Québec et Canada, c'est que l'écosystème québécois d'innovation sociale est beaucoup centré sur l'économie sociale, qui a historiquement joué un rôle extrêmement important. L'entrepreneuriat social a fait son apparition aussi dans les années 2000-2010. Et là, maintenant, c'est un discours qui est établi, que c'est pratique, que c'est espace. Mais ça a pris un certain temps parce que ça contestait en quelque sorte l'orthodoxie qui était établie par le paradigme de l'économie sociale. Il y a aussi toute une reconnaissance publique et institutionnelle qui est très forte de l'économie sociale au Québec.
depuis le sommet de l'économie de l'emploi, il y a la création du chantier d'économie sociale, le conseil de coopération de la coopération, alors, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qui prend de la place aussi. Et dans cet espace-là, il y a des structures de financement, des structures de formation et d'éducation. Et dans ça, il y a les fondations qui peuvent jouer des rôles, mais ce n'est pas nécessairement les fondations qui occupent toute la place. Elles sont un joueur parmi d'autres dans cet espace. Là, au niveau de la recherche universitaire, il y a plusieurs choses ici. Et dans le cas du Québec, il y a une certaine dualité avec des unités de gouvernance. Une unité de gouvernance étant comme une organisation qui s'occupe de chapeauter ou de représenter soit l'économie sociale ou les innovations sociales, puis de créer un espace en quelque sorte de concertation pour établir les contours de ce champ-là. Et au Québec, il y a comme une drôle d'espace où il y a d'un côté le chantier d'économie sociale et le CQCM, qui sont plus structurés autour de l'économie sociale. Et il y a d'autre part la Maison d'innovation sociale, les fondations et autres groupes qui ne sont pas tout à fait arrimés dans cet espace-là, qui sont en quelque sorte en collaboration, mais aussi en quelque sorte qui ont leur propre espace, qui fait en sorte que le champ n'est pas unifié dans cet espace-là. Donc, il y a une séparation. Alors que pour le reste du Canada, qui est structuré avec différents pôles, il y a le pôle de Montréal, de Toronto, Vancouver, il y en a d'autres aussi. Dans l'écosystème canadien, ça s'est mis en place différemment, un peu plus dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, par différentes phases, par différentes institutions qui ont joué des rôles importants, dont le Center for Social Innovation Generation, qui a créé en fait des programmes universitaires. Et aujourd'hui, le réseau pan-canadien Social Innovation Canada qui joue un rôle. Et pour conclure, dans l'écosystème canadien, le champ est un peu structuré différemment. L'entrepreneuriat social occupe une place beaucoup plus importante et la frontière entre entrepreneuriat social et économie sociale est plus floue. Les différents organismes communautaires, profit et non-profit, les entreprises sociales, les groupes communautaires, il y a plus un espace de jeu ici entre les deux. La philanthropie joue un rôle beaucoup plus important, marqué, du moins de leadership dans cet espace-là. Elle est présente au Québec également, mais les fondations, ce n'est pas elles qui mènent le bail, disons, par rapport à ça. Et il y a plusieurs réseaux complexes, mais il n'y a pas de grande unité de gouvernance. Il n'y a pas comme le chantier de l'innovation sociale au Canada. C'est plutôt différents réseaux d'acteurs où il y a un enchevêtrement du secteur à but non lucratif privé qui est là. Puis le gouvernement, l'État canadien, du moins jusqu'à tout récemment, n'a pas institutionnalisé le champ des innovations sociales dans le Canada. Mais il y a des stratégies de financement, stratégies de finances sociales qui ont été mises en place depuis 2018, des programmes qui sont en train de structurer le champ des innovations sociales dans tout le Canada. Mais c'est quelque chose qui n'a pas eu la même structuration que l'économie sociale au Québec. Il y a comme deux niveaux ici qui sont arrimés les uns avec les autres. Donc, je vais conclure avec ça ici. Puis c'était juste pour vous donner un certain aperçu. Je peux aller dans les détails du rôle des fondations, juste ici et là, pour vous montrer comment, quand on comprend les innovations sociales comme un champ qui est impliqué dans un autre espace beaucoup plus large, ça permet d'avoir un peu de relief et de comprendre peut-être certains enjeux qu'on peut traiter de façon plus concrète par la suite. Donc, je vais finir ici. J'espère que je n'étais pas trop long. Vraiment un gros merci. C'était très éclairant, même lumineux, je dirais. Là. Je trouve vraiment que l'idée de champ pour comprendre cette imbrication-là entre philanthropie et innovation sociale, c'est très porteur. Je vais sûrement le réutiliser dans d'autres travaux. Donc, vraiment un grand merci, Jonathan, pour ta présentation. Je me demandais, est-ce que ça vous va si tu as des petites questions peut-être d'appoint qui ne demandent pas trop de développement, les poser tout de suite? Puis, après ça, se garder vraiment la discussion pour la fin, après la présentation de Jorge. Je ne sais pas si Andréane, Stéphane, vous avez des petites questions, mais j'en aurais peut-être une ou deux petites, rapides. J'en aurais peut-être une petite première, là, juste au niveau de Bourdieu. Je me demandais, quand il parle de ces différentes formes de capital, est-ce que c'est nécessairement attribué à des individus ou ça revient au même pour une organisation? Est-ce que, vu que là, quand on parle de la philanthropie, c'est souvent une fondation dans le champ de l'innovation sociale, puis en fait, les individus au sein d'une même fondation n'auront pas les mêmes formes de capitaux non plus. Donc, je voulais savoir comment que ça s'articulait l'aspect, mettons, individuel, organisationnel chez Bourdieu. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Je ne suis pas expert de Bourdieu, mais ce que je comprends, c'est différents agents ou acteurs chez Bourdieu de façon large. Donc, c'est toute entité dotée d'une agentivité ou capable de prendre différentes décisions. Okay. Bourdieu va plus insister généralement sur les individus qui évoluent dans un champ. Il va moins avoir une théorie développée pour parler des
interactions entre différentes organisations au sein d'un champ, mais peut-être que des gens qui connaissent mieux Bourdieu que moi, Bourdieu n'a pas fait, disons, ce saut-là autant que d'autres sociologues, par exemple. Mhm. Mais je pense qu'on pourrait aisément transférer en disant que différentes organisations peuvent avoir des plans, des stratégies. Les gens qui sont dans ces organisations-là vont décider de faire différentes choses. Ils peuvent être inégalement dotés de capitaux, de capital social, culturel et tout ça. Fait que d'après moi, on pourrait faire cette analogie-là entre individu puis organisation. Mais Bourdieu, je ne suis pas vraiment sûr qu'il le fait OK. lui-même. Donc, C'est ça. Mais si nous autres, on veut le faire, ça, il n'y a sûrement pas de problème à transposer, puis ça peut être très applicable. je pense que oui. Mais moi, OK. c'est mon hypothèse à moi. Je serais Oui, très c'est ça. prêt pour ça. Oui. Merci. Stéphane, je pense qu'il avait levé peut-être le doigt. Oui, écoutez, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé là, ta façon de présenter les choses, puis surtout avec le champ de Bourdieu, où on voit qu'en fait, la théorie néo-institutionnelle, on volait. Au début, ils l'ont cité, puis finalement, après, on l'a oublié que le field, là, c'était vraiment du travail de Bourdieu. Et donc, cette idée-là de lutte, qui ensuite arrive avec Flinstein et Macadam pour quelque chose de plus sur la coopération. Puis, ça m'a amené à penser à un concept peut-être de coop pétition. Qu'est-ce que tu penserais de ça? Parce que je pense que là, on est peut-être davantage dans ce qui serait davantage l'expérimentation, comment on expérimente. Puis aussi, peut-être, allez, j'ai bien aimé comment tu as montré que ça veut dire le macro, méso et micro. Et comment est-ce qu'on a toujours la difficulté entre la structure et l'agence. Et l'agencivité, les individus ne sont pas des cultural dop, là, comme on pourrait appeler. Donc, il y a des résistances, etc. Et c'est ça. Et dans l'expérimentation, est-ce que tu penses que cette idée là, de coop-pétition serait peut-être porteur là, d'amener ça là-dedans là, comme je voulais juste savoir comment tu te positionnais là-dessus, sur ce concept-là. Oui, mais en fait, je dirais, comme pour les gens aussi, le concept de coopétition, c'est une forme de contraction de néologisme, de coopération, de compétition, puis c'est comme une interaction des deux logiques en même temps dans un même jeu, où on est parfois en rivalité, en compétition, mais parfois on a des stratégies coopératives, puis les deux peuvent aider mutuellement à peut-être être capables de gagner le jeu ensemble ou individuellement. Puis je pense que il faudrait revoir, même s'il y a des choses qui ont été écrites à propos de la théorie des champs et ça, mais je pense que dans le milieu des innovations sociales, c'est particulièrement visible, du moins, là, je parle un peu de mon expérience personnelle plutôt que de grandes recherches, des logiques, en fait, où la collaboration, la coopération, en fait, c'est le discours qui est le plus promu et il y a des vrais liens de coopération, de collaboration, de partenariat qui sont mis en place. Mais de façon sous-jacente, il y a des dynamiques de compétition, parfois qui sont explicites, parfois implicites, qui ne sont pas vraiment avouées. Puis il y a une forme d'entrelacement des deux ensemble. Mais ce qui est prédominant, je dirais, dans le champ des innovations sociales, ce serait la coopération, dans lequel il y aurait de la compétition un peu, mais peut-être qu'on tente de surmonter malgré différentes choses, alors que dans d'autres champs, par exemple, dans le champ économique du secteur privé, là, il y a aussi de la coopération, il y a des partenariats, il y a cette logique-là de collaboration, mais ce qui est prédominant, c'est la compétition, qui est la valeur dominante. Puis là, il faudrait voir en fait comment ça s'inscrit précisément, puis aller faire des recherches, aller voir des gens, on leur pose des questions. Est-ce que vous pensez que, puis on peut faire des observations, mais je pense qu'il y a vraiment une forme d'imbrication des deux ensemble ici. Donc, très, très bonne idée d'aller fouiller. Puis on peut coopérer à différentes échelles aussi. On peut coopérer au niveau local et compétitionner au niveau national ou international, dépendamment. C'est vrai. Et inversement, on peut compétitionner et collaborer aussi. Donc, il y a une richesse peut-être là-dedans. Il y aurait ça à aller voir, oui. Ah, mais super, oui. Très belle intuition pour aller fouiller. Donc, je répondrai comme ça ici, puis après, on pourrait peut-être laisser un tour avec la présentation, puis revenir à une discussion large sur les deux Oui, ensemble. super, on va faire ainsi. Je ne sais pas si tu avais un PowerPoint aussi pour la présentation. Oui, oui, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je partage mon écran? Oui, la fonctionnalité est possible. OK, parfait, je vais le faire. Oui, mais avant de parler, je voulais remercier Jonathan et Stéphane pour vos commentaires parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais entendu parler de vous et qui j'avais aussi essayé de mettre ici dans ma présentation. J'espère pouvoir bien atterrir les idées, mais je commence à avoir des points en commun. C'est fantastique ça. J'ai pris beaucoup de notes pour discuter après. Mais bon, avant de partager ma présentation, je voulais seulement commencer par reconnaître que je vis, je travaille et je joue sur territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardien de terre et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui.
Jean-Jarret, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je suis reconnaissant de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir et je remercie toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Cette reconnaissance des contributions et de l'importance historique des peuples autochtones doit être clairement et ouvertement liée à notre engagement collectif à concrétiser la promesse et le défi de la vérité et la réconciliation dans nos communautés. Donc, je remercie beaucoup les communautés autochtones qui ont pris soin de cette terre. Excusez, voilà, ça fonctionne. Oui, je suis vraiment content de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui et pour partager quelques réflexions sur le travail dont j'ai contribué à développer au cours des dernières années en tant que praticien à l'intersection des lieux, mais aussi de l'innovation et du changement social. J'avais eu quelques difficultés à traduire place-based, donc j'avais mis accès sur les lieux, mais aussi j'ai entendu parler de proximité et dans la littérature, j'avais lu territorial, mais j'aime pas beaucoup la définition territoriale. Donc, peut-être que cette proximité est la bonne façon de le faire, mais pour le moment, j'ai mis accès sur les lieux. Je m'excuse s'il y a un manque de précision dans ce contexte. Et aussi, juste pour clarifier, la réflexion suivante représente ma vision de ces collaborations et ne reflète pas nécessairement la vision des organismes avec lesquels j'étais impliqué. Avant de parler de détails, je voulais faire un peu de sense-making concernant les deux concepts qu'on va discuter durant la présentation, c'est l'innovation axée sur les lieux et le changement social. Lorsque je parle d'innovation axée sur les lieux, je fais référence aux nouvelles pratiques sociales qui sont ancrées dans les lieux et qui visent à répondre aux besoins sociaux de manière plus efficace. Je tiens à mettre ce concept en avant car il s'agit sans aucun doute d'un domaine qui reste moins exploré que d'autres dans le secteur philanthropique canadien. Malgré la demande croissante pour les villes de jouer un rôle actif dans le développement des pratiques sociales innovantes, pour faire face à la crise climatique, à la pandémie et d'autres défis mondiaux à l'échelle locale, bien que Jonathan avait parlé aussi des défis globaux qui sont importants de prendre en compte lorsqu'on parle de philanthropie et d'innovation en même temps. L'innovation axée sur les lieux est également une opportunité pour les fondations d'adopter une approche globale afin de soutenir des meilleurs résultats pour les communautés. L'octroi de subventions, bien sûr, ça c'est essentiel, mais il existe aussi d'autres façons pour les fondations de contribuer. Nous reviendrons sur ces points-là lorsqu'on continue la conversation dans la section de tendances émergentes que je vais partager avec vous. Pour le changement social, j'utilise une définition plutôt générale qui fait référence à une altération des mécanismes au sein de les structures sociales, caractérisées par des changements dans des symboles culturels, les règles de comportement, les organismes sociaux ou les systèmes de valeurs. Au cours des dernières années, j'ai contribué à établir des relations fondées sur la confiance et l'appréciation mutuelle. Et c'est grâce à ces relations que je peux tirer des leçons précieuses pour guider mon parcours. L'une de ces leçons concerne les lieux en tant qu'élément puissant de changement social. On peut trouver au Canada et au Québec aussi des exemples inspirants et innovants pour le monde entier sur les lieux et le leadership des communautés qui innovent et font avancer le changement social. On a des collabs à Halifax qui conçoivent et facilitent les processus de collaboration pour rassembler les résidents au collectif Bienvenue Solon et 4 jours 4 lignes à Montréal, qui travaillent dans l'appartenance et la cohésion sociale dans les quartiers, la transition écologique et sociétale et la façon dont nous comprenons l'accessibilité et son impact dans nos vies quotidiennes. Est-ce que vous m'écoutez bien? J'ai écouté quelque chose. Oui? OK. Parfait. Oui, c'est bien. C'est une nouvelle personne qui a rejoint la salle. Oh, OK. Parfait. Merci. Donc, et aussi, il y a en Ontario, Tamarack, l'Institut pour lequel je travaille comme gestionnaire, qui travaille à l'échelle pan-canadienne pour renforcer la capacité de communauté à mener les changements dans les lieux. À l'ouest, nous avons City Hive à Vancouver, qui engage activement les gens à développer des solutions basées sur les lieux pour façonner la vie civique.
Ce ne sont que quelques exemples de nombreux efforts de collaboration dirigés par la communauté et déployés partout au Canada pour renforcer la vie civique et l'infrastructure sociale. Mais avant de passer à la section suivante sur des exemples de travail inspirant sur le terrain, je voulais vous rappeler l'importance du lieu. Place matters. L'endroit où vous vivez a une incidence sur le temps requis pour accéder à la nourriture et aux services municipaux, tels que le transport et les soins de santé. L'endroit où vous vivez peut également influencer la mesure dans laquelle vous établissez des relations solides avec vos voisins. Enfin, votre lieu de résidence peut également influer sur votre degré de prospérité économique et ces éléments combinés déterminent en grande partie notre capacité de surmonter des défis et surtout dans les situations de stress. Si la philanthropie et les organismes à but non lucratif visent un changement social durable et véritablement transformateur, il est impératif de faire attention aux lieux et à leur impact sur la vie des gens. La photo que vous voyez ici, je l'avais prise en 2019 lors de ma visite au National Museum of African American History and Culture à Washington, D.C. Et elle n'était pas très éloignée des galeries consacrées au mouvement de justice sociale. Et pour moi, c'est un rappel sur les identités multiples qui portent un lieu et qui vont au-delà de la géographie et les liens profonds entre les lieux et les personnes. Et encore une fois, je souligne ça parce que c'est tellement important pour les philanthropies de commencer à avoir des conversations sur l'importance des lieux pour faire avancer l'innovation sociale et le changement social. Et maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques exemples de travail inspirants sur le terrain, sur l'innovation axée sur les lieux et la philanthropie. J'ai mis 3 exemples du Canada et deux pays. Je commence avec le Northern Manitoba Food Culture and Community Collaborative. Désolé, il y a un petit délai ici. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce que... Voilà. OK. Je m'excuse. Le Northern Manitoba Food Culture and Community Collaborative soutient les communautés du nord du Manitoba afin d'accroître l'accès à des aliments sains et d'améliorer la santé et le développement économique des communautés. Les communautés sont placées au centre de leur théorie de changement, qui intègre la sagesse de leurs représentants d'honneur, de leurs partenaires communautaires et de leurs bailleurs de fonds. Nous avons aussi le Tamarack Institute. Encore une fois, ça c'est l'endroit où je travaille. Et nous, on développe et soutient des stratégies de collaboration qui engagent les citoyens et les institutions à résoudre des grandes problématiques communautaires, notamment la lutte contre la pauvreté, le développement des avenirs des gens, le renforcement de la communauté et la lutte contre le changement climatique. Nous croyons que lorsque nous réussissons à renforcer la capacité de la communauté à engager les citoyens et à agir de façon collaborative, notre travail contribue à la construction de la paix et d'une société plus équitable. Ensuite, à Montréal, en 2016, Centre du Grand Montréal a lancé les PIC, les projets d'impact collectif. Excuse-moi, il y a un délai ici technique avec la diapositive. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon, je vais vous parler du PIC. Les projets d'impact collectif, je pense que beaucoup de monde les connaît bien déjà. C'est une collaboration montréalaise entre des dizaines de partenaires du secteur philanthropique, sans but lucratif et public pour apporter un soutien aux quartiers selon leurs priorités en fonction des changements qu'ils souhaitent voir et des actions nécessaires à la concrétisation de leur vision. Il y a 17 tables de quartiers partout dans l'île de Montréal qui collaborent avec le PIC et chacune d'entre elles fait un travail unique en mobilisant les habitants autour des actions collectives pour améliorer les conditions de vie et faire face à la lutte contre la pauvreté. J'espère que ça va aller avec la diapositive. Maintenant, on va passer aux exemples de l'étranger. Ça, c'est Participatory City UK.
Et avant de parler des détails de ces exemples de l'étranger, je les avais mis ici parce que je trouve ces exemples, comme les exemples du Canada, fascinants et transformateurs dans leur conception du processus, mais aussi dans leur capacité non seulement à activer, mais à accélérer la participation active des résidents et des parties prenantes. Et Participatory City UK travaille avec les habitants pour co-créer un mode de vie circulaire par la participation et le design. À travers son initiative Everyone Every Day dans l'arrondissement de Barking and Dagenham, Participatory City UK collabore avec les résidents et les organismes locaux en vue de rendre la participation pratique pleinement inclusive. Lancé en 2017, ce projet vise à travailler avec les résidents pour développer des idées de commerce qu'ils aimeraient créer ensemble et fournir le soutien nécessaire pour donner vie à ces idées rapidement et sans avoir recours à des processus compliqués. Les enseignements tirés du programme de Barking and Dagenham ont servi de base pour développer et adapter les modèles dans plusieurs villes, dont 3 villes au Canada. Il y a Halifax, Toronto et Montréal. Et vous pouvez en savoir plus sur le travail en visitant leur site web. Je vais partager après ma présentation les liens pour le site web de Canada Participatif, qui c'est l'initiative de Participatory City UK, la version ancrée dans le contexte canadien. Et finalement, on a Racing Places. Ça, c'est un projet soutenu par la Robert Wood Johnson Foundation aux États-Unis, où Greater Good Studio, une société de design américaine, a développé le programme afin d'engager divers partenaires à stimuler le dynamisme local et à prendre des mesures pour construire des communautés plus saines pour tous les enfants. Le programme a rassemblé divers acteurs des districts scolaires aux communautés autochtones pour former des équipes de conception intersectorielles qui ont prototypé des solutions pour leur communauté pour faire que ces communautés se deviennent des espaces qui sont sécuritaires et qui sont vivants pour les enfants. Je vais partager aussi avec vous les liens vers le rapport de Racing Places qui était présenté par Greater Good Studio. Et encore une fois, ces exemples montrent vraiment une excellente façon, pas seulement de faire la conception des programmes, mais aussi de les faire ensemble par plusieurs partenaires. Et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissages pour les fondations et la philanthropie en général pour tirer dans ce type de collaboration. Et maintenant, j'aimerais parler avec vous des tendances émergentes. Honnêtement, j'avais eu des difficultés pour trouver les meilleurs mots pour ces 5 idées, mais je pense que c'est encore des tendances parce que ça, c'est des tendances qui ont été identifiées à travers les 5 dernières années avec le travail qu'on avait fait Accès sur les lieux et en travaillant avec d'autres partenaires et aussi que je continue à voir dans mon rôle actuel chez Tamarack. Et bien sûr, lorsque je pense à chacun des exemples, je suis reconnaissant de leurs composants géographiques, structurels et démographiques uniques, mais en même temps, je vois des points en commun entre les 5 exemples que j'avais mentionnés. Et ce sont ces points qui m'ont aussi aidé à développer les tendances que je vais vous présenter maintenant. La première tendance, c'est sur l'innovation inclusive qui implique l'activation à l'entretien d'écosystèmes participatifs. Et ici, je pense beaucoup au travail d'Adrienne Mary Brown, à son humilité à reconnaître que les humains ne sont pas au centre de la vie sur notre planète et à considérer la nature et tous les êtres vivants comme des composants essentiels et centrales de la vie telle que nous la connaissons. En ce sens, la philanthropie a la possibilité de s'ouvrir et de donner place à une collaboration fondée sur des conversations empathiques entre les fondations, les communautés, les organismes et les gouvernements locaux, en jouant un rôle de catalyseur pour renforcer le leadership communautaire, mais aussi un rôle de rassembleur en réunissant des personnages atypiques qui, autrement, ne s'assieraient pas sur la même table. Je vais seulement regarder le temps. OK, on a encore du temps. Excellent. Parce qu'ici, ça va devenir un peu long, mais je trouve ce morceau de la présentation tellement intéressant. On a aussi les lieux. La deuxième tendance, c'est sur les lieux qui constituent un bac à sable
pour le prototypage rapide des solutions urgentes dans des situations d'urgence, comme la situation actuelle de la pandémie. Tout le monde sait que le temps presse. Nous avons jusqu'à 2030 pour réduire de manière significative les émissions de GES, faute de quoi nous et nos générations futures devront affronter des conséquences dévastatrices, comme l'indique le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Dans le même temps, le rapport 2021 du GIEC attribue à l'influence humaine la cause principale de le réchauffement de l'atmosphère, des océans et des terres. Une crise de cette ampleur ne peut pas être traitée par un seul acteur. Elle nécessite la collaboration de tout le monde et elle exige que nous apprenions et nous apprenions dans les processus de création de solutions centrées sur les droits de tous les êtres vivants. J'ai récemment écouté un épisode de Climate Pod, je peux partager le lien avec vous aussi, avec le professeur Ed Hawkins. Il est un des principaux auteurs du rapport GIEC des Nations Unies. Et là, le Dr. Hawkins nous a rappelé les messages positifs du rapport de GIEC. Le changement climatique est causé par les humains. Et cela signifie que c'est à nous de trouver des solutions pour la crise actuelle. Des communautés du monde entier expérimentent et développent déjà des actions communautaires pour répondre à la crise climatique, en accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons les plans d'action pour le climat, les plans de transition et les examens locaux volontaires. En anglais, ça c'est les Voluntary Local Reviews, et qui sont quelques exemples de la manière dont ces actions se manifestent. Notre équipe Communauté pour la transition climatique Catamarak est en train de construire un réseau de communautés qui sont curieuses ou qui souhaitent développer des plans de transition climatique. Et nous sommes aussi en train de concevoir une série de ressources pour aider les communautés dans le développement de ces plans. Et vous pouvez en savoir plus sur notre site web de Tamarack. Et oui, je vais partager tous les liens après ma présentation. Je vous invite aussi à vous inscrire dans notre bulletin pour avoir plus d'informations sur le réseau communautaire pour la transition climatique. Et nous avons aussi une troisième tendance, et ça, c'est lié à la innovation locale qui exige que nous passions de la parole aux actes en procédant à l'écoute approfondie et en favorisant une participation significative. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, je veux dire que nous avons le privilège de travailler dans un environnement qui nous permet de remettre en question le statu quo et de rechercher des approches globales pour des solutions actuelles pour des problèmes tels que la pauvreté, l'exclusion et la discrimination. Mais en même temps, pour certains résidents, faire face à ce type de problème n'est pas une option, c'est leur réalité de vie, c'est leur réalité de tous les jours. Alors que la philanthropie et les organismes à but non lucratif cherchent à obtenir des résultats probants, il est important d'allouer du temps et des ressources au processus participatif qui privilège l'écoute afin d'avoir une compréhension globale des besoins et des réalités auxquelles les différentes communautés sont confrontées. Souvent, ces processus exigent que les acteurs de changement fassent un apprentissage profond et déconstruisent des hypothèses et des préjugés. Dans ce processus, nous devons renoncer à perpétuer des pratiques extractives et privilégier des relations fondées sur le respect, l'empathie et la confiance. L'image que vous voyez ici, ça vient d'un exemple que je trouve tellement inspirant. C'est en collaboration avec la ville d'Athènes, la capitale de Grèce, et Bloomberg Philanthropies, et aussi des communautés qui travaillent avec les réfugiés. Ils ont lancé la plateforme Sinatino, une plateforme de participation citoyenne qui elle est beaucoup basée sur l'écoute. Et en fait, la plateforme a été récompensée par Bloomberg Philanthropies en 2014 et elle a contribué à la réputation de la capitale de la ville d'Athènes en tant que capitale européenne de l'innovation par l'Union européenne en 2018. Et j'ai beaucoup aimé aussi la citation de la vice-maire d'Athènes, Amalia Zepou. Elle parle de l'importance de l'écoute ici.
Et donc, maintenant, on va faire un peu de mélange entre la théorie et la pratique. Donc, j'invite à mon collègue aussi à contribuer après dans ce diagramme. Ici, je parle de l'innovation qui, elle doit se nourrir de l'imagination et de la pensée du futur. Et pour la deuxième et la dernière fois, je vous promets, je vais partager une citation d'Adrienne Mary Brown et de son livre intitulé Emergent Strategy. Et elle dit, nous sommes dans une bataille d'imagination. L'imagination fait croire aux gens qu'ils peuvent passer du statut de pauvre à celui de millionnaire dans le cadre d'un rêve américain partagé. L'imagination transforme les poseurs de bombes bruns en terroristes et les poseurs de bombes blancs en victimes mentalement malades. L'imagination nous donne des frontières, nous donne la supériorité, nous donne la race comme indicateur de capacité. J'ai souvent l'impression d'être prisonnière d'imagination de quelqu'un d'autre et je dois faire appel à ma propre imagination pour m'en libérer. C'est sûr que nous vivons dans une époque d'immense souffrance et de pertes innombrables. Et c'est dans ces moments difficiles que nous devons nous donner la permission d'imaginer un monde auquel chacun peut appartenir. J'aime la science-fiction, mais lorsque je cherche de nouvelles lectures sur l'avenir, je trouve souvent d'abord d'histoires sur des mondes dystopiques et la fin de l'humanité. Et je m'inquiète beaucoup en fait. J'ai l'impression que nous avons collectivement renoncé à nous-mêmes, à nos enfants et même à nos petits-enfants. Je pense que nous pouvons faire mieux et nous devons faire la place pour l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles possibilités. Et en faisant ça, nous devons embrasser la différence et nous devons nous assurer qu'il y a un siège actif sur la table pour des décisions pour ça, dont la vision collective de l'avenir n'a pas encore été prise en compte. Donc, je vous ai parlé de le pouvoir de l'imagination. Maintenant, on regarde ici dans les diagrammes ce qui s'appelle les trois horizons. Et ça, c'est une opportunité pour les fondations dans la conception des programmes d'envisager l'impact plus loin et à différentes échelles. Et aussi, en même temps, lorsqu'on regarde ces diagrammes, j'aime beaucoup penser aux différents imaginaires qui sont en bataille un contre l'autre et quelles sont les conditions qui permettent certains imaginaires d'être privilégiés et d'autres d'être exclus. Donc, si on veut avoir plus d'impact dans l'avenir, on doit vraiment prendre une vision de futur. On doit vraiment être capable d'imaginer un avenir différent. On doit être capable de pouvoir investir dans des projets qui sont audacieux, qui peut-être qui sont nouveaux, mais on doit être capable de les faire. Je parlerai pas beaucoup de détails sur ça, mais je vais partager avec vous un lien vers les trois horizons pour vous montrer les détails sur ce modèle. Je le trouve tellement inspirant. Et le dernier point, j'ai mis cette image pour une raison très importante. Ici, on va parler qu'il ne suffit pas de créer des communautés résilientes. Nous devons activer des communautés régénératrices. Et je ne sais pas si vous le savez déjà, mais les étoiles de mer, c'est le seul animal qui est capable de régénérer, je pense que c'est 3/4 de son corps, même dans une situation de catastrophe. Je trouve ça vraiment inspirant et c'est pour ça que je l'ai ajouté ici. J'aimerais que nous prenions le temps d'examiner aussi la résilience dans le contexte de la philanthropie et du changement basé sur les lieux. Alors que nous nous embarquons dans la décennie du climat, les praticiens à l'intersection de ces deux espaces explorent des cadres au-delà de la durabilité et de la résilience pour nous aider à atteindre nos objectifs planétaires et à réaliser les objectifs de développement durable d'ici 2030. La durabilité implique la notion de préservation de ce qui reste de nos écosystèmes, tandis que la résilience consiste à se rétablir rapidement auprès d'une catastrophe. Donc, même si ces deux exemples sont vraiment utiles dans la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas suffisant. Et ils sont limités pour nous aider à bâtir un chemin vers l'avenir. S'orienter vers la régénération sociale nous permettrait d'examiner l'état de nos infrastructures actuelles, et je parle aussi de l'infrastructure sociale, de nos institutions et de nos systèmes en place, afin de développer des processus de transformation
qui permettent aux lieux actuels et futurs de développer d'opportunités et de capacités, de promouvoir le bien-être et de réduire les inégalités afin que tous les êtres vivants puissent s'épanouir. La régénération sociale ouvre des possibilités pour la philanthropie et les OBNL afin d'explorer des moyens significatifs de collaborer avec les communautés pour développer de nouvelles opportunités et capacités. Comme je l'ai mentionné plus tôt, au cours de la présentation, une telle collaboration peut prendre de multiples formes, pas seulement l'octroi de subventions. Et les exemples peuvent aller de la concertation au renforcement de la capacité, mobilisation de connaissances, partenariat stratégique et investissement d'impact et l'expérimentation, bien sûr. Et je vais finir bientôt. Je vais passer à la dernière diapositive. Ici, je souhaite partager avec vous quelques mots de Seth Klein dans son livre Une bonne guerre, mobiliser le Canada pour l'urgence climatique. Je traduis la citation, donc je m'excuse s'il y a des choses un peu bizarres ici, je vais essayer d'être le plus clair possible. Il disait, nous nous sommes mobilisés pour faire ces causes communes dans toute la société afin de faire face à une menace existentielle. Ici, dans son livre, il parle de la mobilisation humaine durant la Deuxième Guerre mondiale. En faisant, nous avons retiré l'ensemble de notre économie et en l'espace de quelques années seulement. Nous sommes capables d'accomplir une fois de plus quelque chose d'étonnant, que nous pouvons nous rendre fiers et comme à l'époque, que nous pouvons sortir de l'autre bout de cette transformation, non seulement avec un environnement plus sécuritaire, mais avec une société meilleure et plus juste que celle que nous laissons derrière nous. Donc, pourquoi je partage ça? Parce que je pense que souvent, surtout dans les milieux philanthropiques et des OBNL, on écoute une idée comme le changement climatique, la COVID, on dit ça c'est trop compliqué, il n'y a pas de solution. Il y en a de solutions, mais il faut nous donner la permission nous-mêmes de pouvoir imaginer et construire de nouvelles relations. Et il y a des exemples probants qui inspirent pour pouvoir faire ce changement. J'ai partagé quelques exemples des organismes qui font ce travail déjà en coopération avec des fondations, mais aussi des gouvernements. Donc, je les vois, je sais que ça, c'est possible. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Si on est vraiment sur l'intention d'activer les transitions dont on a besoin pour arriver à un avenir plus prospère, on doit être capable de pouvoir regarder plus loin et de construire de nouvelles collaborations qui ont trouvé difficiles à faire, mais qui sont possibles. Et voilà, c'est tout pour le moment. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas trop claires, j'aimerais les discuter maintenant, ou soit par courriel. Sinon, je suis aussi sur Twitter. Et c'est ça. Merci. Merci. C'était vraiment très intéressant. Merci, Jorge, pour la présentation. Est-ce qu'il y avait du monde qui avait des questions? Moi, sinon, j'en aurais peut-être quelques-unes, peut-être pour briser la glace. Peut-être juste une petite interrogation. En fait, je me demandais si, quand on parle de philanthropie axée sur le lieu, est-ce que pour l'instant, c'est très concentré dans les milieux urbains, surtout les quartiers défavorisés des villes, ou finalement, la philanthropie est aussi impliquée dans les milieux ruraux? Non, c'est partout. Oui, c'est pour ça que je n'avais pas beaucoup aimé la notion de territoire. Aussi, dans le cadre de la réconciliation, je trouve ça un peu, ça me dérange beaucoup. Puis, je me demandais aussi, en tant que de la perspective de bailleurs de fonds ou des fondations, pour comme avoir une connaissance du milieu, je me disais, c'est quoi vos pratiques ou vos ressources pour vraiment avoir une belle compréhension sociologique de la place d'intervention? J'avais comme en tête le but, je me disais, si on prend, dans des siècles passés, les impérialistes, il y avait des anthropologues pour comprendre d'autres cultures, et bon, là, c'était une perspective plus de domination, mais est-ce que vous, mettons, au niveau des fondations, est-ce qu'il y a des sociologues ou des professionnels qui peuvent vous aider à comprendre le terrain, les cultures locales, mais dans une perspective de coopération et de soutien? Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais mis l'écoute comme une des trois tendances que j'avais
Écouter beaucoup durant les 5 dernières années parce que c'est en écoutant les besoins des gens où on peut mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle communautaire et quel est le meilleur rôle pour les bailleurs de fonds à jouer dans les moments où on trouve la crise sur les besoins qui sont demandés par la communauté. Ouais. Mm-hmm. Oui, et je dirais aussi une autre chose que nous, en tant qu'institution d'apprentissage Tamarack, on travaille beaucoup dans le renforcement de capacité des communautés et ça, c'est tellement basé sur l'écoute. Et le fait d'accepter qu'il y a des communautés qui sont prêtes à aller plus loin, il y a d'autres qui ne sont pas encore prêts et c'est correct. C'est seulement qu'il faut s'adapter. Donc, en fait, avec l'écoute, ça veut dire que la connaissance des lieux ou des cultures locales se fait vraiment par les populations soutenues. Ça vient directement de ces populations-là. Il n'y a pas comme un intermédiaire des professionnels, sociologues ou autres qui fait le relais de la connaissance sociologique du terrain. Mm-hmm. Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend. Je reviens au point de Jonathan durant sa présentation. Il avait identifié de l'innovation sociale. Il y a plusieurs acteurs. Je pense que dans les lieux, c'est pareil. Il y a plusieurs acteurs et chacun ramène ses forces de différentes façons. Il y a par exemple les universités qui sont essentielles pour faire la gestion de savoir et le partage de savoir. Ouais. Mm-hmm. Oui, et c'est ça, c'est un dernier point que je voulais souligner, encore une fois, c'est l'importance de pouvoir être capable de faire une philanthropie orientée vers le futur. Quelles sont les tendances et quels sont les besoins qu'on trouve actuellement qui nous donnent des signes vers l'avenir? Et comment est-ce que nous, on va travailler ensemble pour bâtir l'avenir des nouvelles générations? Pour assurer un avenir inclusif. Ça, je pense que c'est des réflexions et des questions qu'on doit se poser dans les milieux de l'innovation sociale et aussi la philanthropie au BNL. Adam ou Jonathan, je pense que vous avez une petite... Jonathan d'abord. Je vais laisser Adam, mais je peux sinon y aller. OK, parfait. J'avais une question à propos de Auré avec... j'ai beaucoup aimé la présentation, les discours, les grandes orientations, du moins présentées par la présentation. Je me demandais si, dans les parcours d'accompagnement des gens qui portent des projets, est-ce qu'il y a des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des éléments pour appliquer un peu les techniques d'écoute et ce genre de choses-là? Parce que, par exemple, le programme InWeave, que je connais un petit peu, je connais des personnes qui l'ont suivi, beaucoup axé sur impact, alignement, orientation, mesure et tout ça. Puis je vois une certaine tension avec la présentation, donc qui est plus logée dans une enjeu qu'on n'est pas en train de maximiser puis de rendre nos processus plus efficients pour atteindre certains objectifs qu'on peut mesurer ou quantifier, mais sur une approche. Et là, je me demande si les parcours d'accompagnement, parfois dans les organismes de formation, sont adaptés en fonction de cette orientation du paradigme régénératif et tout ça, ou s'il y a un peu un décalage entre les deux encore. Donc, j'ai une question. Oui, c'est une bonne question, Jonathan. OK, je vais essayer d'être bref. Oui, pour des utiles, pour répondre à ça, je suggère fortement de regarder le travail de la Maison de l'innovation sociale, qui bien sûr, vous le connaissez déjà. Il développe souvent des outils pour aider les communautés avancées. Il y a aussi, je suis conscient, c'est un contexte anglophone, mais c'est très pertinent avec ta question. Participatory City Foundation au Royaume-Uni sont développés en rapport avec des indicateurs très clairs pour expliquer la participation citoyenne et l'avancement de communauté, la progression dans le développement de programmes. Donc, ils ont aussi développé un diagramme qui montre très clair comment est-ce qu'on peut développer des plateformes de soutien pour accompagner les communautés dans leur processus d'innovation sociale, mais tout en alignant tout le monde dans une même vision. Et donc, ça je le trouve vraiment utile. Je peux le partager avec toi par courriel. Et par rapport à l'attention,
Oui, tout à fait. Je dirais que c'est une belle tension. Et ça c'est bien parce que mon expérience avant dans les contextes philanthropiques, comme Adam l'avait mentionné, c'était vraiment dans le cadre des projets de philanthropie sur les lieux. McConnell n'est pas une fondation de philanthropie sur les lieux, c'est l'innovation sociale. Donc, c'est à cause de ça que peut-être la réflexion que j'ai partagée aujourd'hui sont un peu différentes. Mais en même temps, j'ai fait une revue de littérature actuellement sur la régénération sociale. C'est intéressant de constater qu'il n'y a pas beaucoup de ponts entre les gens de l'écologie qui parlent de la régénération et les gens de sociologie, innovation sociale et d'autres domaines, même l'économie sociale qui ne parlent pas de régénération non plus. Donc, maintenant, en fait, c'est un projet de recherche que je prends. J'essaie de créer des ponts entre les deux et je vous tiendrai au courant comment ça se passe. Mais c'est tellement intéressant. J'ai un livre aussi, ça vient d'Italie, il s'appelle Social Regeneration. Je peux partager la bibliographie avec toi aussi si cela t'intéresse. Oui, merci beaucoup. Je suis très curieux. Adam, est-ce que tu avais une intervention? Oui, merci, Jorge. Je vais poser ma question pour toi Oui. en anglais, si ça sert. Okay. So my real question around place-based philanthropy is around the question of accountability. And philanthropy accountability flows from the bottom up, because you need, despite what we might want, grantees are in a position of precarity with far less power, and philanthropic foundations are these very rich foundations, right? Place-based philanthropy, on the other hand, is supposed to be inverted, right? There needs to be, you're supposed to be accountable to the expertise, the knowledge, et cetera, of the grassroots of the community. And I think we had this conversation when we were talking about McConnell. So I'm curious now that you've stepped outside of that role, how you understand that tension. What can accountability look like within a place-based philanthropy, or even social innovation, which tends to be, sort of an elitist, or like an elite, something that comes from the top down in terms of the modern, like the main way we think about it. How do you how do you address that? Yeah, that's a great question, Adam. Thank you. I think we need to start by looking at the outcomes and being very honest about what are the outcomes that we want to achieve, not only foundations, but also nonprofits. Because when we ask something to a community, we're asking for their time and their resources, and resources are already very limited. So we need to acknowledge that, and we need to be very clear on outcomes and expectations. And based on that, that's where we can decide what kind of relationship we're going to frame. Je t'écoute avec ta question. Je pense que ça, c'est des questions qu'on doit se poser dans les milieux philanthropiques le souvent, et je ne pense pas qu'on est encore là. Et en même temps, c'est pour ça que je disais au début de la présentation, place matters. On demande tout le temps les villes doivent faire plus, les villes doivent faire mieux, mais les villes ont des ressources limitées. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour aider les villes aussi à faire son travail, qui est déjà bien fait souvent, mais ils ont besoin seulement d'un peu de soutien pour mieux collaborer, et voilà. So I don't think we're asking enough these questions. J'avais peut-être une petite question aussi, en fait, que j'avais avant vos présentations en tête à des fins très personnelles. Donc, elle s'adresse à vous deux, en fait. Dans les dernières années, j'ai étudié les mouvements étudiants des investissements des énergies fossiles. Puis, je me disais, les innovations sociales, on les perçoit souvent dans une approche peut-être plus positive, de faire des changements, de faire d'innover, de créer, d'apporter de quoi de nouveau. Mais là, je me demandais si un mouvement comme ça, où que là, c'est vraiment de se retirer, si ça pourrait être une forme d'innovation sociale, mais par la négative. Est-ce que dans le système, dans la crise qu'on est rendu, est-ce qu'il faut des innovations destructrices aussi? Donc, c'était un peu ça que je voulais vous demander comme question.
Jonathan, tu aurais peut-être... Jorge qui réfléchit, je sais pas, moi j'ai peut-être certaines idées, mais je sais pas s'il veut se lancer, je complète ou. Um, je dirais rapidement, je regarde, je pense au diagramme de trois horizons. Et je pense que c'est là, encore une fois, où il y a des possibilités pour la philanthropie et l'innovation sociale aussi, le secteur, franchement, de regarder c'est quoi les tensions qu'on trouve et quels sont les indicateurs pour allévier cette tension, pour mieux comprendre comment est-ce que nous, on va dépasser de l'étape où on est, de le paradigme actuel au nouveau paradigme où on doit être tous ensemble pour pouvoir arriver à l'avenir qu'on veut accomplir, un avenir plus durable et plus inclusif. Donc, moi, je pense beaucoup à ça. Comment est-ce qu'on regarde les tensions, comment ces tensions nous informent dans la conception de notre programme et dans la gestion de notre collaboration pour pouvoir aller plus loin. Peut-être moi, j'aurais une réponse un peu plus générale, mais je dirais que ce n'est pas une fatalité. Mais tel qu'a été conçu les innovations sociales depuis au moins 10 ans, je dirais qu'il y a une porte qui est ouverte ici, puis une ambiguïté compte tenu que ça s'est fait dans une logique de moraliser le système économique, de le rendre plus vert, plus inclusif, plus durable. Puis, dans ce sens-là, on peut jouer sur les contradictions en disant, mais si on veut pouvoir contribuer à ça, puis passer de la parole aux actes, il faut aller voir, par exemple, dans les sources où notre argent qui sert à financer des projets d'innovation sociale, mais si elle génère ou c'est des investissements dans le secteur pétrolier qui contribuent, là, on peut penser à des stratégies. Des fois, c'est difficile du jour au lendemain de tout retirer ces investissements. Où on les met, il faut qu'il y ait d'autres fonds verts. Puis si ces fonds n'existent pas encore ou si des fonds truqués, ça complique les choses, mais il y a cet élément-là. Puis je dirais, d'un point de vue plus général aussi, je supervise un étudiant au doctorat ces temps-ci qui a travaillé un peu dans l'accompagnement de l'évaluation d'impact et tout ça. Il me disait, généralement, quand on parle d'impact social, on cherche à voir les bons coups, les impacts positifs, qu'on est capable de démontrer l'impact pour qu'on est bien. Mais il dit, du même coup, on oublie les impacts négatifs ou non intentionnels, ou on ne les mesure pas nécessairement, ou ce n'est pas ce qui va être pris en compte par les bailleurs de fonds. Et les innovations sociales vont être centrées sur ce qui est positif, sur ce qui marche, sur ce qui peut améliorer du bien. Mais tout l'aspect de remettre en question certaines choses, de dire parfois, il ne faut pas juste ajouter, il faut juste enlever des éléments qui causent du trouble. Cette forme-là, un peu d'innovation dans la négative, de démanteler certaines infrastructures, certaines choses, ce n'est pas dans le réflexe de la pensée d'innovation sociale qui va plus être une orientation axée vers qu'est-ce qu'on peut amener de positif ou de plus pour améliorer les choses et pas dans ce qu'on peut enlever et ce qui est urgent d'enlever aussi. Mais ce n'est pas quelque chose, d'après moi, il faudrait développer une nouvelle façon, un nouveau logiciel de pensée aux innovations sociales, mesurer leur impact à la fois dans ce qu'ils ont de positif, combien de personnes sont capables de toucher, mais dans ce qu'on reproduit comme système ou ce qu'on crée comme effet négatif, puis être capable de jouer sur les deux niveaux à la fois. Puis je pense que ça pourrait être fait, mais comment on finance les innovations sociales, comment est-ce qu'on fait des programmes d'accompagnement ou qu'on l'enseigne dans les écoles, ce n'est pas généralement ça qui est enseigné, donc on en prend moins compte. Puis c'est pour ça, d'après moi, qu'il faudrait qu'on change ça par le futur. C'est ça. Super, vraiment, merci. Est-ce que désinnover, ce n'est pas innover quelque part aussi? Une nouvelle forme d'innovation. C'est intéressant. En fait, on gagnerait ça une mise en tension entre l'innovation sociale et aussi des pratiques traditionnelles à impact négatif, puis montrer comment l'innovation sociale ne peut pas se passer aussi de délaisser certaines pratiques plus vieilles. Moi, j'ai bien aimé aussi ce qui m'a beaucoup rappelé, Jörg, les protocoles de renoncement que parlait Bruno Latour dernièrement, justement, de laisser aux citoyens savoir finalement l'enjeu de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on n'a plus besoin. Et là, je pense qu'il y a il y a vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, de savoir même nos infrastructures qui sont consommatrices, là, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on doit se départir. Donc, il y a une idée de démantèlement là, et de redirection écologique, comme on pourrait dire aussi, là, qui est un mouvement qui est en train de prendre un peu plus d'ampleur en France là-dessus, sur ces questions-là.
Puis c'est ça l'idée de désinnover finalement, c'est ça, on a toute la vision d'un progrès qui malheureusement ne progresse plus et qui a oublié, pour beaucoup, le solutionnisme technologique est là. Et en même temps, je regardais, tu sais, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Safe avec son éolienne, etc. Puis en même temps, déclarer la guerre, je trouve que c'est des terminologies qui ne correspondent pas à ce qu'on est en train de vivre. Je ne pense pas qu'on soit encore obligé. Il y a tellement de guerres partout là, que je ne suis pas sûr qu'on atteigne, qu'on va obtenir ce que l'on veut, là, ce qu'on veut faire advenir en parlant encore un peu plus de guerre. Et en même temps, même l'éolienne est un symbole. Tu sais, il y a tout l'aspect productiviste qui s'en vient derrière avec les terres rares, avec toute cette mobilité, avec l'électrique. L'électrification ne sera pas une réponse non plus. C'est tous ces aspects-là et je sais que c'est très chaotique, c'est très compliqué aussi en même temps, là, mais il y a vraiment une réflexion de renoncement aussi qu'on doit, que le citoyen, et c'est ça, là, que lui-même doit prendre part maintenant là, dans cette discussion-là. Oui, oui. Merci Stéphane et merci aussi Jonathan. Et je dirais rapidement, c'est pour ça que j'avais ajouté les termes extractifs. On doit changer notre façon de construire des relations. Je trouve que souvent, surtout dans les domaines l'impact social, l'innovation sociale, on a une tendance à développer des relations extractives et on oublie, on se détache complètement de l'humain, aussi de nos relations autour de l'écosystème. Donc, ça, c'est un point. Et aussi, l'autre point, c'est sur l'infrastructure. Il faut aller plus loin des infrastructures physiques. Il faut repenser l'infrastructure sociale, l'infrastructure économique et la nature comme infrastructure aussi autour de nous. Et les attentes qu'on a des acteurs. Parce que la philanthropie n'est pas capable de trouver de solutions toute seule. On doit collaborer ensemble. Et comme je l'ai dit, on a jusque 2030 pour le faire. On n'a pas de temps. En parlant de pas de temps, je vois qu'on a dépassé notre temps. Oui. Je ne sais pas s'il y avait du monde qui voulait poser une dernière petite question. Sinon, on pourrait peut-être clore le séminaire. J'avais juste quelque chose. Tu parlais j'ai pas compris bien la distinction que tu faisais finalement. Pourquoi tu voulais pas employer le territoire par rapport au lieu? J'ai pas compris ta distinction là, ce sujet-là. Selon ma compréhension de lecture en ligne que j'avais fait, je trouvais souvent en français la notion de territoire aligné à frontières et à espace bien défini. Tandis que la notion de place, en anglais, c'est un peu une notion comme c'est l'endroit où les communautés font la communauté. On ne parle pas de frontières, on parle de l'endroit où la communauté est faite. Donc, c'est ça. En fait, la plupart des exemples que j'ai trouvés du territoire, innovation territoriale, venaient de l'Europe. Je n'avais pas trouvé beaucoup au Canada ou dans ces coins du monde. Peut-être que je me suis trompé, mais c'est ça, la compréhension initiale. Oui, parce que je ne sais pas si c'est un lieu, est-ce que c'est parce qu'il y a un peu d'anthropomorphisme, est-ce qu'on a l'impression qu'on dit vraiment que c'est l'humain qui fait le lieu? C'est ça qui me gêne un peu dans cette compréhension. Oui, c'est une bonne question. Il y avait des différences entre lieu, territoire, endroit. Donc, en fait, là, c'était tout enregistré. Donc, je vais vous informer quand ça va être diffusé sur le site du Philab. Donc, encore une fois, un gros merci pour vos deux présentations. C'était vraiment intéressant.